Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à cette soirée conférence. Votre présence est pour nous importante, et la présence de professionnels architectes. Je salue Pierre Lerche notamment, qui est présent, mais vous êtes nombreux par rapport à cette histoire si importante de Quetigny. Et je suis heureux et fier, avec l'ensemble de mes collègues élus, d'accueillir évidemment M. Bernard Lassus, architecte, paysagiste, plasticien, de renom, vous l'avez lu, international. Cela fait longtemps que l'on travaillait à cette conférence et vous avez accepté, et c'était pour nous un plaisir immense effectivement de pouvoir mettre en place cette conférence. Je me rappelle d'une rencontre, c'était l'année dernière, c'était juin-juillet, nous avions passé 3 heures dans votre bureau et avec le directeur des services, nous étions ressortis avec une connaissance de la ville beaucoup plus grande que celle que l'on connaissait quand nous étions entrés dans votre bureau. Il est important effectivement de savoir et de comprendre d'où l'on vient pour faire le présent et préparer l'avenir, c'est ce que nous faisons aussi. Et le projet Cœur de Ville en est une composante, en tout cas, tient compte de cette histoire. Monsieur Lassus va nous rappeler, bien sûr, cette histoire qui a fait Quetigny. Je retiens de nos échanges, notamment, cette notion de fierté de l'endroit où l'on vit. La pâte de verre, c'est les couleurs, c'est 124 couleurs pour valoriser l'habitat collectif. Il faut se rappeler que Quetigny, les années 60, c'était 350 habitants. Et qu'une aventure commençait, une aventure incroyable, une aventure humaine, avec des hommes qui, d'horizons divers, c'est vrai, et qui ont mis leur intelligence, leur sensibilité pour un projet politique. Et c'est vraiment, il faut vraiment se prendre en compte cette donnée-là, où l'humain et son bien-être est au centre. Était au centre de vos préoccupations, c'est toujours d'ailleurs au centre de nos préoccupations. Et vous allez évidemment nous parler de cette notion d'ambiance si importante et qui fait cette réalité de Quetigny. Alors ce travail que vous avez entrepris, nous le continuons, et je salue Michel Bachelard qui est dans la salle, et c'est un chemin que les équipes communales qui se sont succédées ont eu à cœur de poursuivre. Et lors de cet après-midi, lorsque nous avons visité cette ville de Quetigny, vous avez pu voir effectivement, vous nous avez fait les remarques que sans doute vous allez faire aussi, et pour nous dire qu'effectivement l'esprit en tout cas a été préservé, et nous devons continuer à préserver cette identité. Donc pour votre travail qui a fait l'identité de notre ville, et nous travaillons au classement de Quetigny en site patrimonial remarquable. C'est important, je disais, cette notion de fierté pour les Quetignois. C'est aussi notre nouvelle identité visuelle, le nouveau logo qui est là d'ailleurs, où vous pouvez voir la symbolique à travers cette pâte de verre. Ce carré qui symbolise aussi les fenêtres, on peut y voir les fenêtres, c'est cette rencontre aussi entre la verticale et l'horizontale, c'est aussi le signe du dialogue. Et donc pour tout le travail que vous avez fait avec Roger Raymond, qui a été l'initiateur, en tout cas le formateur de cette équipe particulière, et pour toutes ces raisons qui nous donnent, à nous élus, envie et la force de continuer dans cet esprit, je voulais, au nom de mes collègues élus et de l'ensemble j'associe l'ensemble des Quetignois, vous remettre la médaille de la ville de Quetigny.
Je tiens en premier lieu à remercier Monsieur le maire, Monsieur Rémy Détang, de son invitation et de son accueil, et de la chaleur de son accueil. Il paraît que vous ne m'entendez pas. Alors je vais répéter, n'est-ce pas? Je vais répéter puisque je précise, je rappelle, je viens de dire que je tiens à remercier M. Rémy Détang de son invitation, des visites qu'il m'a rendues et de l'accueil également de toute son équipe qui ont depuis maintenant au moins 2 années, monsieur le maire je crois, au moins, entretenu avec nous des relations, je dirais, les plus sympathiques et les plus cordiales. Je tiens aussi à vous dire que je rends hommage ici à monsieur Raymond. J'appelle Raymond parce qu'à l'époque, on n'appelait pas les gens par leur prénom. Vous savez, aujourd'hui, on appelle les gens par leur prénom. À l'époque, on appelait les gens uniquement par leur nom de famille. C'est curieux, mais je peux vous dire que j'ai regardé un peu dans les documents que je peux avoir des réunions de cette époque, on ne dit pas du tout « Monsieur Rémy Détang », on dit « Détang ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit des choses comme ça. On dit le nom, on met Raymond pour se rappeler que son prénom, il a fallu que je cherche, je ne me rappelais pas moi-même. C'est vous dire à quel point la communication se transforme. J'ai travaillé pour Quetigny 20 ans, de 1965 à 1985. Je tiens à vous le dire parce que ça fait plus de 50 ans. Ça fait 55 ans que j'ai commencé à travailler. Je dis ça pour m'excuser de ne pas pouvoir citer tous les noms que j'aurais envie de citer, sinon il me faudrait plus d'1h15 pour les noms que j'ai rencontrés pendant cette vingtaine d'années. Mais je tiens à remercier tous ceux présents, ou pas présents d'ailleurs, qui m'ont aidé, qui nous ont aidés et avec lesquels on a collaboré. Monsieur Raymond a eu une particularité essentielle. C'est que Monsieur Raymond a constitué une équipe de travail décisionnelle sur le plan masse. Et ça, c'est une des choses, je crois, les plus importantes pour l'époque. Parce qu'il a rassemblé non seulement ses collègues et des élus, les techniciens de la ville, du village à l'époque, de l'équipe qu'il avait déjà constituée, en particulier sous la direction de Per Hellman, que je mentionne parce que je pense que très peu d'entre vous ont entendu parler de lui, et qui a joué un rôle très important pour la constitution de l'équipe de travail qui entourait le maire. Équipe qui se réunissait énormément. Ce n'était pas une équipe bidon, c'était une équipe de travail. Et je relisais ces jours-ci les comptes rendus de cette commission du plan masse. Il y en a eu une dizaine, plus d'une dizaine, en 1967 par exemple. C'est considérable le travail qui a été effectué. Ça a été un travail de réflexion. Il y avait Michel Coll qui était l'architecte en chef, évidemment. Il y avait le maire qui en était président, en réalité. Et puis il y avait Champetier-Dribes, les architectes, Rim et Coll, que je viens de mentionner. Enfin, il y avait, si vous voulez, je ne citerai pas tous les noms, c'est ce que je viens de vous dire, ce serait impossible. D'ailleurs, cette commission avait quand même pour objectif de recevoir tous les spécialistes. C'est-à-dire qu'elle n'était pas fermée à un nombre définitif. Elle accueillait toutes les personnalités qui étaient nécessaires, qu'il était nécessaire de rencontrer, que ce soit pour tel ou tel problème. Je tiens à le préciser parce que c'est vraiment pour l'époque. N'oublions pas qu'il y a 55 ans, quand ceci s'est constitué, c'était absolument pas la méthode de travail. D'entendre, de poser des questions. Monsieur Raymond avait pris conscience, au moment de créer cette ville nouvelle, de la nécessité absolue qu'il y ait une identité pour Quetigny. Il ne fallait pas que Quetigny
ressemble à Dijon, ou fasse semblant d'être une ville. Je dirais, pour simplifier, il ne voulait pas que ce soit une ville comme Dijon. Il voulait que ce soit une ville autre. Il fallait donc un autre additif. Et c'est ça qu'il nous a demandé de chercher et de trouver. Il avait compris qu'il fallait trouver un nouvel équilibre entre l'urbain tel qu'il était constitué à l'époque et le rural. Il voulait une équivalence entre les deux. Et je dois dire qu'aujourd'hui, après des années, parce que je ne suis pas venu depuis très longtemps, j'ai été ébloui par le nombre d'arbres que vous avez et leur qualité. Vous avez là une végétation globale sur le territoire municipal qui est tout à fait remarquable. Je dirais que vous avez en plus la chance que cette année, les feuilles sont particulièrement belles. Maintenant, je vais vous montrer quelques diapositives, quelques documents qui ne sont pas beaux. C'est des photos que j'ai prises moi-même dans la période que j'ai déjà évoquée. Par conséquent, elles ont vieilli, elles ne sont pas très bonnes. Elles étaient déjà pas très bonnes au départ, mais en plus, elles ont vieilli. Elles n'ont pas toujours bien vieilli. Mais elles ont le mérite de présenter les choses telles qu'elles étaient à la date où elles ont été prises. Nous allons commencer. Grâce à M. Zucchiati, qui a la gentillesse de m'aider dans ce travail. Mais cet engin est lourd à porter. Oui. Non, non. Merci, c'est gentil à vous. Il faut des engins comme ça. Voilà, je m'assieds, vous voyez. On est mieux assis que debout, surtout si on veut voir des images, même de travers. Voilà. Inutile, mais voici une image aérienne, paraît-il, sur laquelle figure le Quetigny des années considérées. Je veux dire, des années début des années 60. C'est simplement pour montrer qu'effectivement, nous étions dans un milieu rural, dans une ruralité, dans des champs, dans des prés. Vous reconnaissez, vous ne pouvez pas vous tromper. Nous savons où nous sommes. Voilà, si vous voulez, un des premiers documents que j'avais remis à M. Raymond sur la réflexion que nous pouvions avoir. Parce qu'il s'agissait de créer, non pas une ville au sens propre, comme je viens de l'évoquer, il s'agissait de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose d'expérimental. Et ce n'était pas l'idée, donc, même ville-paysage qui était suffisante. Il fallait trouver l'ambiance. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ambiance? L'ambiance, qui est un terme équivoque, veut dire que l'ensemble des sens sont concernés, que le subjectif est présent, qu'on n'est pas uniquement conduit par l'objectif. Ce qui était la dominante à l'époque par un excès de technicité et des logiques techniques, par honnêteté d'ailleurs intellectuelle. Il y avait une honnêteté intellectuelle qui menait, si vous voulez, à un formalisme qui a été, au fond, la base de la méthode des grands ensembles. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé à Quetigny? Ça a été une expérience, d'ailleurs considérée comme telle, qui montrait qu'il y avait d'autres chemins que ce chemin du fonctionnalisme limité. Et qu'il fallait tenir compte du subjectif, du sensible, donc de l'ambiance. Évidemment, le mot ambiance est ambigu, mais en l'occurrence, c'est bien ce qu'il représente. Donc comment fallait-il utiliser cette ambiance? Comment l'organiser face à la ville de Dijon? Je dis bien face à la ville de Dijon. Et M. Raymond a été très soucieux que nous avancions le groupe de réflexion qu'il avait nommé sur cette piste, puisque nous étions assez nombreux.
Le mot ambiance implique par conséquent que l'ensemble des éléments sont présents. L'ensemble des sens sont présents. Ça veut dire que la couleur devenait un élément important puisqu'elle était peu utilisée ailleurs. Et en plus, elle pouvait établir un lien par ce qu'elle est par rapport au contexte rural. C'est-à-dire qu'une couleur peut ressembler à un arbre. Elle peut ressembler à un sol. Vous me direz qu'un caillou aussi. Mais du béton peint en blanc, c'est pas sûr. Il y a donc une différence énorme. Et M. Raymond a compris tout de suite que le problème de la couleur était un des éléments qui pouvait être une identité faisant partie de l'ambiance. C'est-à-dire que les autres problèmes seraient traités, mais pour une fois, on mettrait la couleur en avant dans un système où habituellement elle n'était que purement décorative. Mais là, elle devient un élément essentiel de la constitution même de la ville. Vous voyez ici un exemple. D'ailleurs, il suffit de lire. Vous voyez qu'il y avait une idée comment la couleur pouvait se présenter. La couleur peut être imitative. Imitative de quoi? Imitative de la nature. Et elle se relie à la nature. La couleur peut se relier complètement à la nature et elle peut enserrer des objets très colorés indépendants qui appartiennent, eux, plus au monde artificiel. Donc, on déplace en réalité la présence du naturel. Et aujourd'hui, c'est un des grands problèmes. Et je pense que si un certain nombre de revues et autres s'intéressent actuellement à Quetigny en particulier, parce que justement, ils se rendent compte, ça a été une tendance pour répondre aux problèmes qu'on se pose actuellement de quelle est la place de la nature et quelle est la place de l'artificiel et comment nous allons organiser cette relation. Et Quetigny est une proposition de nouvelle présentation du rapport nature-culture. Voici un état des plans, le plan masse par conséquent, la commission de plan masse, qui a duré donc pendant pratiquement 2 ans, a évolué considérablement pendant ces travaux. Ceci pour vous montrer que c'est un des nombreux plans que nous avons fait à l'époque, qui concerne, et vous reconnaissez évidemment, les huches, puisque c'est les huches, les 2400 premiers logements qui devaient être construits en 7 ans. Puisque le projet au départ, c'était 2400 logements à construire en 7 ans. En réalité, ils ont été construits en 10 ans, pas en 7. Mais c'est un succès considérable. Vous vous rendez compte, 2400 logements en 10 ans, à partir d'un village de 350 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente comme travail. Et là, je citerai M. Guéneret, qui était le président de la société des HLM. Vous voyez, je ne citerai pas beaucoup de noms, je m'en excuse. Mais Guéneret a joué un rôle considérable pour cette ville. Et son courage, son obstination, son écoute. Voici la ville de Quetigny, et vous noterez l'endroit où sont les huches. Et c'est intéressant de le noter, parce que nous voyons que les huches sont absolument, vous voyez, elles sont là, vous les voyez, et vous voyez les espaces verts qui sont autour, les masses vertes. Et vous voyez donc qu'il y a un équilibre très important entre le construit et les surfaces plantées. À l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'arbres. Il y avait des prés, c'était des cultures, c'était de la culture. Par conséquent, vous voyez, c'est devenu, à côté du centre construit, c'était un centre vert, je dirais. Et c'est cette image-là qui a constitué le fondement de la ville, à ce moment-là. Si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous avez le droit de crier. Hein. Voici les divisions, si vous voulez, de ce dont, alors maintenant,
j'aurais tendance à parler, puisque je me suis occupé en particulier de deux choses. Je me suis occupé de la couleur, je me suis occupé du plan masse avec l'équipe, je me suis occupé de la couleur, je me suis occupé de l'éclairage public, en particulier, et des plantations avec mon ami Jacques Sgard, le paysagiste. Alors voici, si vous voulez, les secteurs qui ont été travaillés. La partie centrale pendant 10 ans, et avec des extensions, vous voyez, pour Albert Camus, par exemple, au nord du papier. Voilà. Ça, ce sont les zones, si vous voulez, à mon sens, dans lesquelles la couleur est intervenue avec un équilibre planté. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu ailleurs des équilibres plantés, attention. Mais nous parlons du point de départ. Je pense que c'est ce que je voulais vous montrer et c'est ce que M. le maire souhaitait que je vous montre. C'est le départ. C'est vraiment le commencement. Et c'est ce sur quoi M. Raymond s'est battu et sur ce plan précis. Nous continuons. Le premier principe à trouver pour la présence du construit dans un site urbain, c'est qu'on n'a pas fait de rue. Dans les villes nouvelles, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des rues. Vous voyez bien qu'on n'a pas fait de rue. Vous avez vu la disposition des bâtiments. Les bâtiments sont disposés dans un espace vert. Ils ne bordent pas des rues. Donc il y avait un extérieur des bâtiments, côté rural, et un intérieur des bâtiments qui jouait vers la ville, vers l'urbain. Et les couleurs, c'est un des principes de base, c'est que les couleurs qui sont vers la ruralité, vous voyez, sont horizontales, et que les couleurs vers la ville sont verticales. Elles sont beaucoup plus claires, et les couleurs vers le rural s'apparentent aux couleurs du rural de manière à minimiser dans l'espace la présence des volumes construits. Parce que visuellement, quand vous les peignez ou vous mettez, justement, vous les peignez, eh bien, vous mettez une couleur qui s'apparente, comme tous les paysagistes le font sur leur peinture, quand ils font des tableaux, c'est qu'ils essayent de faire un ensemble et non pas des dissociations. Donc, pour faire un ensemble, il convenait de lier à la végétalisation la partie construite, qui, vous voyez, devient un intermédiaire entre le construit et le rural. Donc le bâtiment est une articulation. Vous voyez, c'est un des pylônes de l'ambiance. Vous voyez, c'est une des structures de base de l'ambiance. Le problème n'est pas de mettre en valeur le bâtiment, c'est de constituer un espace à la fois construit et à la fois planté. C'est ça l'objectif. Et je voulais vous montrer ces deux esquisses que j'ai faites en 66. Voilà. Maintenant, la couleur. Quelle couleur? Comment poser le problème de la couleur? La couleur de peinture est pauvre comme aspect. La couleur peinture diminue très rapidement de couleurs. Par exemple, les rouges, les jaunes, diminuent de 20% d'intensité en 4-5 mois. Après, ils se maintiennent, mais si vous voulez, ils perdent de leur intensité. Les couleurs peintes perdent très rapidement de leur intensité. En plus, elles sont fragiles. Les contrats avec les entreprises de peinture, je m'excuse d'entrer dans les détails, mais c'est important, étaient à l'époque de 5 ans. Ils sont passés à 8 ans, maintenant c'est un peu plus long. Mais ce n'est pas grand-chose. Ça veut dire qu'au bout de 8 ans, vous êtes obligé de repeindre. Et nous en parlions tout à l'heure avec le maire, ça veut dire que sur une période de 40 ou 50 ans, il aurait fallu déjà repeindre 4 ou 5 fois, à minima. Par conséquent, la pâte de verre, et c'est un choix que j'avais fait avec Champetier-Drille, parce que Champetier-Drille a accepté d'abandonner une certaine liberté architecturale, je dis bien une liberté architecturale, pour qu'on puisse faire la pâte de verre. Parce que la pâte de verre était beaucoup plus chère à faire que la peinture.
Et d'autre part, parce qu'on voulait aussi avoir une apparence qui ne soit pas soumise à ces variations qui font qu'elle apparaît pauvre. Donc, la pâte de verre lui donnait une pérennité. Il est évident qu'aujourd'hui, au bout de 50 ans, il y en a certaines, évidemment, qui sont un peu fatiguées. J'ai pu le constater. Et c'est normal, au bout de 50 ans. Bon. Et ça, je lève la main, mais c'était pour autre chose. Bon, donc, je voulais vous montrer ce document, parce que vous voyez que la pâte de verre n'est pas unie. Je souhaitais que pour cette pâte de verre soit ressentie comme étant une originalité et une spécificité, qu'elle apparaisse comme une épaisseur, qu'elle donne un sentiment comme un pull au vert. Oui. Et alors, pour donner cette impression, il fallait faire des nuances. Oui. Il fallait mélanger des couleurs des valeurs, on dit ça des valeurs, c'est-à-dire des rapports à la clarté, de plus à moins clair. Donc, il fallait introduire des nuances. Mais ces nuances n'existaient pas à l'époque. Les fabricants avaient très peu de couleurs. Pourquoi? Parce que c'est des stockages. Stocker coûte cher. Et avoir une gamme de 100 couleurs, c'était un problème de stockage et de vente. Par conséquent, de coût. Ils avaient, mettons, des gammes de 25 ou 30 teintes au lieu d'une centaine. Par conséquent, il fallait, pour pouvoir obtenir ça, et c'est ce que nous souhaitions, c'est-à-dire d'obtenir cette impression d'une matière, et non pas d'une surface, vous voyez, d'une matière avec une certaine épaisseur, et que vous voyez même sur la photo, hein, ça on le ressent. Quand vous n'avez pas trop d'écart de couleur, vous voyez, vous avez ainsi un sentiment de matière. Mais il faut au moins 4 ou 5 différences de couleurs à l'intérieur de la même, et à l'intérieur de cette même couleur. C'est ça le cas. C'est pour ça que je voulais vous l'expliquer, parce que ça a demandé à ce qu'on fabrique spécialement ces couleurs qui n'existaient pas. Et que vous voyez ici, c'est ce que ça permettait. Vous voyez, voilà par exemple les verts. Vous avez donc 5 verres différents en bas. Au centre, vous en avez encore 5. Donc, vous voyez que vous avez déjà ici, vous avez 15 verres différents. 15 verres différents pour arriver à faire ce dégradé qui passe, vous voyez, très légèrement. Parce qu'il s'agissait aussi, vous voyez, d'avoir pas le pré, vous voyez, les prés remontent. Et ils remontent ici vers la lumière. Alors, on allait vers la lumière en étant plus clair en haut, et pour rompre la linéarité des grandes bandes, vous aviez soit le haut en clair, soit le haut en foncé. Ce qui permettait de créer une diversité et en restant dans les verts. Donc on n'avait pas besoin de changer de couleur, il suffisait d'inverser le passage du foncé au clair de cette couleur. Donc il nous fallait chaque fois des pâtes de verre qui convenaient. C'est le cas ici. Il y avait aussi des gammes de marron qui rappelaient aussi le sol. Vous voyez ici d'ailleurs comment on a planté les arbres. Je vous signale au passage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, une photo comme ça serait impossible. Elle serait d'ailleurs beaucoup plus belle, et pour la photo, et pour les arbres. Mais ça vous permet de voir exactement comment ça a été conçu. Il y avait donc des jeux, et vous voyez bien que ces espèces de formes bizarres que vous avez vues permettaient de ne pas avoir de linéarité trop grande. Vous voyez, ça cassait la linéarité. Parce que regardez le chemin, regardez la vue que vous n'avez pas du tout l'impression d'un bâtiment unitaire, vous voyez, pas du tout. Vous avez une impression, avec en plus les fragmentations colorées, vous voyez qu'on a une diversification. C'est ça, les raisons du plan, c'est pour ça qu'il a évolué. Nous avons beaucoup travaillé sur ce plan, et vous voyez en plus qu'il n'y a que 3 étages. On ne souhaitait pas qu'à certains endroits visuels, par rapport au champ qu'il y avait à côté, il y a 4 niveaux. Il y avait 3 niveaux. Ce qui fait que ce sont des bâtiments à 3 niveaux. Là, vous venez de voir les verts, voilà les autres, les verticales. Mais vous voyez d'ailleurs ici, bien qu'elles ne sont pas uniques. Vous voyez que chaque fois, vous devez bien voir qu'il y a 4-5 couleurs dans chaque couleur, n'est-ce pas? Mais qui sont
très très proches les unes des autres, pour créer cet effet de profondeur, vous voyez, de matière, de distance. Vous voyez la différence en plus que ça apportait pour les mêmes bâtiments. Voici les bâtiments du côté rue, vous voyez, enfin du côté, justement, pas rue, du côté voie, je dirais. Vous voyez, avec les parkings, et par opposition à l'autre côté. Ça, c'est pour vous montrer l'importance des travaux qu'il a fallu faire. Il se trouve qu'en France, il n'y avait pas à l'époque de fabricants qui étaient susceptibles de nous faire les couleurs qu'on souhaitait. Heureusement, nous sommes tombés, je suis tombé, c'est moi qui m'en suis occupé, d'une société qui s'appelait Maveri, qui à Venise a accepté de nous faire les couleurs. Donc c'était des grands spécialistes de Murano, si vous voulez, qui ont opéré, et ils ont d'ailleurs fait des couleurs qui aujourd'hui, dont certaines, je peux vous le dire, on ne sait plus comment les faire. Cette maison a fermé depuis longtemps, parce que c'était des gens de Murano, mais ils étaient installés à Venise. Leur usine était à Venise même. Ces gens avec lesquels j'ai travaillé pendant au moins 2 ans ont utilisé leur secret depuis des siècles pour faire ces couleurs, ces dégradés. Et je peux vous dire qu'actuellement, on ne peut pas les refaire. Il y a certaines couleurs qu'on ne peut pas refaire. C'est des secrets. Donc, alors ça, c'est pour vous montrer les archives que j'ai montrées à monsieur le maire et son équipe quand ils sont venus me voir, les archives que j'ai conservées, et j'en ai encore d'ailleurs d'autres, tous les essais de pâte de verre que nous avons pu faire. Vous voyez, par exemple, ils faisaient des morceaux comme ça, qu'ils m'envoyaient, vous voyez, il y a 32, 33, pour que je puisse constituer les gammes. Vous voyez, ça c'est eux qui coulaient ça. D'ailleurs, après, vous voyez à droite, vous voyez un dégradé qui est constitué à partir de ces essais qui étaient faits, qu'ils m'envoyaient ou que j'allais voir à Venise et qu'on faisait. Voilà. Donc ça, c'est des pièces, si vous voulez, que j'ai retrouvées. J'en ai d'autres d'ailleurs, mais c'est un exemple que je voulais vous montrer. Et voilà, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous avez même, là, j'ai mis ces 2 cartons, parce que si vous tournez la tête, mais vous aurez le torticolis, si vous lisez les lignes rouges, vous voyez, c'est des couleurs qui ne figurent pas dans leur gamme. Vous voyez, c'est justement celles que je leur avais demandées. Vous voyez, voilà la preuve absolue, si vous voulez, de la fabrication. Voilà, j'ai retrouvé ces 2 exemples là. Ce qui fait que vous voyez bien d'ailleurs les nuances qu'il y a dans ces coloris. Bon, qui sont regardez aussi ceux qui sont horizontaux. Vous avez une gamme aussi en dessous. Et vous voyez bien qu'elles sont constituées chacune de plusieurs couleurs. Alors ça a été quand même, il faut saluer d'ailleurs ces spécialistes des verres colorés, parce que c'était quand même assez extraordinaire. Ils ont perdu certainement un peu de leur qualité colorée. J'ai cru voir ça aujourd'hui, c'est certain. Voilà, si vous voulez, ceci pour vous montrer tout ce travail qu'il a fallu faire, puisque chacune des couleurs que vous voyez, chacun élément dégradé est constitué de 4 ou 5 couleurs. Voilà. Ça, je crois que c'était bon, et je remercie monsieur le maire que vous le sachiez, parce que c'est quand même une chose assez rare. Voilà, c'est ça. Alors voilà les premiers documents. Ça, c'est une maquette que j'avais faite en 1966 pour montrer justement comment fonctionnaient les dégradés, ce que je viens de vous expliquer. Pour casser la linéarité, vous voyez, on met soit une opposition entre un marron et un vert pour ces façades-là, soit on les met en haut ou en bas, enfin ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors en tricotant le tout, vous voyez que ça annule l'impression de longueur et d'unité du bâtiment linéaire. Voilà. Ça, je vais vous montrer maintenant un certain nombre. Ça, c'est ce que je retrouve dans ma cave, dans mes archives. Bon, et ce sont des maquettes. Et il se trouve que le Centre Pompidou s'est intéressé à ces maquettes de Quetigny. Ça, c'est toujours des miennes. Nous discuterons encore demain avec monsieur le maire sur le sort de tout ça. Mais vous verrez, le Centre Pompidou, enfin, voilà aussi d'autres documents. J'ai des tas de dessins et d'esquisses de tous ces problèmes colorés, évidemment. Et voilà, ça, c'est celles que m'ont pris le Centre Pompidou et qui ont déjà été exposées dans plusieurs musées. Voilà.
le centre Pompidou, il y a eu deux expositions, une au centre Pompidou elle-même et une à Douai sur la couleur, il n'y a pas longtemps, il y a un an, dans lequel ils avaient montré un certain nombre de maquettes, en particulier de Quetigny. Alors vous voyez, quand il n'y avait pas d'arbres et quand on s'éloigne, voilà, certains cas, avant que d'autres éléments soient construits, ou d'autres bâtiments qui eux aussi seraient bleus. Mais vous voyez la différence qu'il y a quand on a un système vert par rapport aux façades claires, par opposition à celle qui était verte au-dessus du vert. Vous voyez, c'est intéressant de pouvoir faire des comparaisons. Alors ça, je vous montre quelques photos de chantier. C'est des souvenirs de chantier. Voilà. Quelques souvenirs de chantier. Et vous voyez, on travaillait quand même, on pensait qu'il y aurait le végétal, vous voyez. Mais donc on travaillait quand même sur ce sol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même été très content de voir tout ça, vous voyez. Voilà. Alors là, vous voyez progressivement comment la végétation commence à venir. Les arbres sont encore minuscules. C'est ceux qu'aujourd'hui vous pouvez voir qui ont plus de 15 et 16 mètres, mais vous voyez sur quelle base ils sont placés et comment ils sont organisés. Ralentissez un peu là, vous allez un peu vite. Vous êtes bien gentil, mais c'est pas encore le dessert. Bon, là, Champetier avait pensé pour ses immeubles de faire des ouvertures, et il a placé lui-même des éléments de décor, vous devez les connaître. Mais c'est Champetier lui-même, voilà. Voilà un des éléments que Champetier a disposé sur un des murs d'un des passages. Donc il faisait comme ça, pour chaque passage, il faisait un décor. Ça, c'est Champetier lui-même qui faisait ça. Vous voyez le jeu des verts, par exemple, par rapport à la nature. Moi, je trouve ça très important parce que vous voyez combien ça minimise la présence du construit. Vous voyez, le construit n'a plus le même poids. Il entre dans le lieu. Vous voyez, il entre. Il allège le volume. Le volume n'a plus le même poids. Et vous voyez comment aussi ça devient une animation par rapport aux différents volumes, parce qu'à certains endroits, vous avez évidemment où on voit les autres colorations. Il est évident qu'on ne pouvait pas tout faire comme je vous l'ai dit, il fallait trouver des interactions. Justement, ça vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez plus le voir maintenant, parce que au fond, les arbres cachent tout ça, mais vous voyez dans quel soin on a travaillé pour une diversification par les pattes de verre et la couleur, qui permettait d'être faite par l'économie qui avait été faite sur le construit. Et vous voyez qu'ici, c'est les 3 niveaux. Les 3 niveaux, c'est très important dans la perception d'une ville-campagne, entre guillemets, n'est-ce pas? Alors ça varie, évidemment, les couleurs varient énormément, vous le savez tous, en fonction de la lumière du jour, tout ça. Il y a des variations. Mes photos étaient souvent prises des jours où il ne faisait pas très beau. Mais vous voyez ici, quand on a un petit coup de soleil, ça devient tout à fait différent. Et ça, c'est quand même une très grande richesse, et en particulier les pattes de verre. Pour ça, ça démultiplie. Vous voyez, parce qu'il y a la lumière qui se balade à l'intérieur des morceaux de verre, et ça multiplie la qualité colorée. Vous voyez, d'ailleurs, ça se voit ici aussi, quand vous avez ces présences. Alors évidemment, on peut passer de l'un à l'autre avec les pignons. Enfin, vous pensez bien qu'on s'est livré à tout un... Et il fallait le faire. Vous comprenez qu'il y avait quand même des centaines de logements. On ne pouvait pas se permettre. C'est pour ça qu'il nous fallait une gamme complexe. Parce qu'on n'allait pas répéter le même bâtiment partout. Vous voyez, ou même différencier. Parce que justement, une des grandes questions, c'est que vous voyez bien que ce n'est pas du décor. Ce qu'on est en train de faire, c'est un fond d'un système urbain, visuel, et des éléments peuvent s'y rapporter. Et les éléments qui peuvent s'y rapporter sont pour moi des éléments publics. L'école, la caserne des pompiers, etc. C'est-à-dire que là, on peut faire un effort de couleur qui montre, qui indique
qui symbolise l'activité même de ce qu'il y a dans ce bâtiment. Donc il y avait opposition entre le fond général, vous voyez, un fond général, coloré, diversifié, et des objets qui viennent placer, qui sont beaucoup plus précis et qui font des monuments en réalité, vous voyez, qui constituent par leur couleur même des monuments. C'était ça l'idée. Mais je vais vous montrer déjà la diversité qu'il y avait au départ entre le côté interne et le côté externe des bâtiments. Et les qualités des couleurs que c'est. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous faire remarquer, regardez ici, les fenêtres sont bleues. J'ai constaté aujourd'hui que les fenêtres étaient toutes, les menuiseries étaient blanches. À l'époque, j'avais fait très. Là, il y en a des blanches, mais vous voyez, là, il y en a d'une autre couleur. Et ici, vous en avez des bleus. Par conséquent, je tenais à ce que les couleurs, même des menuiseries, soient adaptées, parce que sinon, ça détruit l'homogénéité de la surface. Surtout maintenant, avec des encadrements doubles des fenêtres en blanc, le blanc l'emporte sur la couleur. Et c'est dommage. Je me permets de vous indiquer ça. Vous voyez ici, toutes les menuiseries elles sont pas blanches, les menuiseries. Hein, elles sont toutes colorées. Hein, en général, dans des teintes plus foncées que la pâte de verre, le plus souvent. Bon, voilà. Vous voyez qu'aussi, on change, c'est pour ça l'utilité des gammes, c'est que suivant les endroits, suivant là, vous voyez qu'on est dans un espace, les plantations viennent d'être faites, n'est-ce pas? Eh bien, on a un espace des chemins piétonniers, ici, on n'est pas dans des voies. Par conséquent, bien qu'on soit dans la partie la plus urbaine, mais on a quand même des voies et des couleurs urbaines. C'est-à-dire de voir des mélanges, des interactions, des jeux entre ces différentes situations. Donc chaque situation urbaine était étudiée pour elle-même, avec des verticales plus importantes, des horizontales colorées plus importantes. Là, on peut très bien jouer sur toutes ces différences-là. Vous voyez, là, je vous montre un certain nombre de ces jeux. Alors aussi, certains bâtiments, d'ailleurs, on le voyait, monsieur le maire l'évoquait, c'est que dans certains bâtiments, les fenêtres, les volets, etc., étaient repris dans des jeux de couleurs. On n'a pas fait pour tous les bâtiments, mais certains bâtiments ont été traités ainsi. Ceux, vous voyez, qui ont un traitement horizontal. Parce qu'à ce moment-là, on a traité les fenêtres en couleur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par rapport à la couleur locale. Et ici, c'était la couleur. Enfin, ça entrait dans une gamme. Oui, là, c'était un peu différent. Vous voyez, à droite, vous avez des différences. Et de l'autre côté, c'est quand même des verts. De l'autre, c'est des bleus, mais des bleus rouges, alors que les autres sont des bleus verts. Vous voyez, vous avez des catégories de bleus qui sont plus vertes, et vous avez ça certainement, et des catégories de verts qui sont plus bleus, plus rouges. Alors là, je vous parlais des objets. À ce moment-là, on peut avoir des objets colorés plus vifs, vous voyez, qui interviennent, autres, qui sont mis en valeur par ce contexte. Ce qui fait que ça met le bâtiment, à ce moment-là, en valeur. Ça, c'est une école. Là, vous voyez, c'est même la poste. Oui, c'est des esquisses où j'ai montré des esquisses. Je n'ai pas retrouvé les maquettes, mais voici des esquisses de la poste. Et je peux vous dire que j'avais envisagé de vous lire la lettre du postier qui dit qu'il n'a jamais vu ça. Vous comprenez, quand on l'a imposé, j'ai retrouvé la lettre qu'il a envoyée à monsieur le maire, d'ailleurs, en lui disant qu'il ne comprend pas très bien ce qu'on lui demande de faire. Et voilà la gendarmerie. Vous voyez, j'aurais voulu qu'ils fassent celle de gauche, vous voyez, qui était bleu, blanc, rouge, mais ils n'ont pas voulu. Je regrette parce que là, on aurait compris que c'était les gendarmes. Vous comprenez, c'est vraiment dommage, des choses comme ça. Mais vous voyez, c'est dans cet esprit, et vous comprenez que si vous découvrez ça, entouré de ce que vous avez vu par les autres façades, vous voyez que les autres, c'est un fond, et que ça, c'est l'objet qui est mis en valeur. Donc, en même temps, ils ont eu tort, les gendarmes, parce qu'ils auraient été mis en valeur. Tout le monde les aurait vus.
Pour finir, ils ont fait un bâtiment qui était, je crois, dans les marrons, qui est à droite. Ce qui est assez moche, tout bien considéré. Voici d'autres bâtiments. Ça, je vous montrais d'autres bâtiments, vous voyez, qui sont assez sympathiques. Il fallait quand même trouver, il y a quelques variations, introduire des variations, mais en se méfiant de ne pas faire un décor. Vous voyez, quand c'est une habitation, il faut rester, à mon avis, tout du moins c'est le parti que j'avais proposé et qui a été adopté. On peut très bien prendre une autre décision. Mais imaginez que tous les bâtiments soient colorés, comme certains que vous allez voir, dont je suis responsable quand même, à mon avis, ça aurait été effrayant. Vous voyez. Alors ça, c'est un bâtiment, c'est pour vous montrer aussi qu'on n'a pas fait qu'une seule étude. Je faisais des maquettes très différentes, et on en parlait avec monsieur le maire, on en parlait avec son équipe, et monsieur Brun le sait, qui est là, nous parlions avec tout le monde. Et avec les architectes, évidemment. Alors pour ces bâtiments-là, ma photo n'est pas bonne, mais vous voyez que celui-là, c'est une des rares tours, disons. Elle est beaucoup plus haute. Par conséquent, à ce moment-là, la question n'était plus d'avoir des teintes de vert ou mais des teintes de bleu. Et vous voyez, et de s'affiner en montant d'un bleu relativement foncé. Vous devez les connaître, ces bâtiments-là. Donc, mais le bleu, ils vont vers le ciel. Leur paysage, leur fond, c'est le ciel. Comme pour les autres, c'est les voitures. Et les autres, c'est les plantes, les arbres et l'herbe. Ici, c'est le ciel. Donc, on avait un autre tricotage vertical qui était vers le ciel avec cela. Mais oui, chaque fois, c'est le souci de se relier au contexte, de faire partie du contexte. L'objet fait partie du contexte. Il n'a pas dissocié des contextes. Alors ça, j'ai appris que le bâtiment avait disparu. C'est le bâtiment des enfants. Et alors justement, c'est un objet, voilà comment il était. Et il était assez, vous allez voir, d'ailleurs j'avais fait des études assez nombreuses sur ce bâtiment, vous voyez, parce que ça a été, vous voyez, ben c'est là, restez un instant s'il vous plaît. Non, vous pouvez passer, c'est celle-ci. Vous voyez, on arrivait je cherchais d'autres méthodes de disposition pour justement en faire un bâtiment spécifique. Vous voyez, la gendarmerie, vous avez vu ce qui était proposé, et ici, voilà ce qui a été réalisé en partie. Vous avez vu les photos qui ne sont pas bonnes, mais qui reprenaient, vous voyez, cette évolution d'une gamme d'un côté à l'autre, vous voyez, par transition successive. Et j'ai retrouvé ça récemment dans ma cave. Voilà. Vous le voyez d'ailleurs un peu ici en bas, vous voyez, par rapport à ce qu'il y a en haut, là-bas. Vous voyez, donc il y avait une espèce de jeu de variation dans l'ensemble de la surface. Alors ça, ce sont des individuels. Ces maisons qui sont assez semblables, il ne faut pas qu'elles restent, à mon avis, trop blanches. J'ai un petit... si pour le reste j'ai été emballé, là, j'ai un petit souci. Parce que quand vous les voyez, les unes sur les autres, vous avez l'impression que c'est un tas blanc. Vous voyez, c'est un tas tout blanc. Vous avez l'impression d'une seule maison, d'un seul truc. Les maisons s'associent visuellement les unes aux autres. Vous voyez, elles sont associées, mais dans la même couleur. Bon. Donc là, je vous montre ça parce que je pense, et d'ailleurs à l'époque, c'est ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis au point un certain nombre de couleurs qui allaient ensemble. Et au fond, à la limite, chaque personne pouvait choisir la couleur, une des couleurs. Ils n'étaient pas pris, on ne leur imposait pas une couleur, vous voyez, mais ils pouvaient choisir une couleur parmi une gamme de couleurs, dont on était sûr que les unes par rapport aux autres, elles pouvaient vivre ensemble et cohabiter. Parce que je n'aime pas non plus imposer. On était obligé d'imposer pour les collectifs. C'est évident qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais là, il y avait des possibilités de discussion. Et je pense qu'on n'a pas vraiment discuté assez, d'ailleurs. On aurait pu discuter beaucoup plus là-dessus. Mais sur la méthode, je maintiens qu'elle reste valable. C'est qu'on ait une gamme
une gamme de plusieurs couleurs qui vont ensemble, bien qu'elles soient disposées différemment. Vous voyez, il suffit de les chercher. Donc, et vous allez voir maintenant certaines des maquettes que j'avais faites d'ailleurs à l'époque pour ces maisons, vous voyez, au point de vue couleur. Et vous verrez qu'elles sont quand même très différentes de ce que... Alors, elles ne sont pas nécessairement très fortes, vous voyez, mais justement, ça joue. Il y en a certaines dont les couleurs sont un peu plus fortes, d'autres un peu plus claires, mais le tout, c'est qu'on distingue quand même une teinte par rapport à une autre. Vous voyez, léger. Il faut que ça soit léger dans un cas comme celui-là. Enfin, tout du moins, c'était mon point de vue, et qui a été accepté par la municipalité et les équipes. Vous voyez, c'est des contrastes légers, mais on ressent qu'il y a des différentes maisons. Vous voyez, on comprend qu'il y a plusieurs maisons. Ça, je crois aussi que la compréhension d'un lieu est importante. Vous voyez, c'est de comprendre le lieu. On en fait partie, et il faut le comprendre. Il faut savoir quelle est sa maison. Un enfant, par exemple, il peut très bien savoir qu'il a une maison qui est plus verte, plus jaune, plus rouge que l'autre. Et pas qu'elle est blanche, vous voyez. Il choisira un autre élément pour pouvoir la distinguer, mais la couleur est un des éléments qui permet de distinguer. Vous voyez, là, il y en a une très claire, puis une bleue. Ça suffit à ce que ça... Alors, il y a un rapport de couleur entre elles qui permet ce type de disposition. Voilà. Mais vous voyez, c'est une autre méthode. Et je suis sûr qu'on peut trouver encore d'autres méthodes, c'est évident. Mais celles-ci, ce sont celles qui ont été adoptées par tout le monde et par l'équipe générale, je tiens à le préciser, et qui ont été réalisées. Voilà. Bon. J'ai encore donc quelque chose à vous montrer. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. Oui, si. Alors là, après j'ai essayé de réfléchir, et d'ailleurs on a des exemples qui ont été faits récemment, mais pas par moi d'ailleurs. C'est des mélanges optiques, ce qu'avaient tenté de faire les impressionnistes sur leurs tableaux. Vous savez que les impressionnistes essayaient de mettre deux couleurs différentes et que, éloignées, vous voyez la couleur résultante. C'est-à-dire qu'ils mettaient un jaune à côté d'un vert, d'un bleu, et que de loin vous voyez un vert. Les impressionnistes ont travaillé là-dessus, les peinteurs impressionnistes, très bien. Et moi, je me suis dit, après tout, on pourrait peut-être changer de méthode et ne pas avoir que des dégradés, comme je vous l'ai montré, des dégradés internes à chaque couleur et des variations de valeur, c'est-à-dire de rapport au noir et blanc, par la gamme. C'était de chercher, vous voyez, des mélanges optiques. Est-ce qu'il y avait des mélanges optiques qui pouvaient coller et être intéressants et créer aussi, pour moi c'était un autre souci, c'était pas tellement un souci de la couleur, c'était un souci du sentiment de matière, pour éviter le côté plat de la surface. Oui, pour moi, la pâte de verre, c'est d'abord ça. C'est pas une surface, c'est une matière, c'est une profondeur. Ça donne une épaisseur au mur, vous voyez, ça lui donne une chaleur, même si c'est bleu. Alors, là, c'était des premiers essais. Je dois dire que j'étais pas tellement content, mais en réalité, je crois que ça n'a pour finir pas été fait pour des raisons. Voilà certains qu'on avait fini par mettre au point, vous voyez, certains mélanges qu'on avait réussi à mettre au point, et qui étaient, alors là, vous voyez que c'était des différences de couleurs. Et voilà, si vous voulez, là, les photos, comme je vous avais prévenu, hein, veuillez m'en excuser, mais voilà, pendant le chantier, ces bâtiments-là qui ont été traités en pâte de verre à l'époque. Hein. Et vous voyez combien les arbres étaient des balais de cabinet, n'est-ce pas, comme on dit, je crois. Avouez qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc, vous voyez le poids, j'insiste là-dessus. Vous avez la chance à Quetigny d'avoir un poids du végétal dans son rapport au construit qui fait une espèce d'équivalence, vous voyez. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir un équilibre entre le poids du végétal et le poids du construit. Et non pas un poids. Là, c'est excessif, le poids du construit. Vous voyez, je ne suis pas d'accord pour maintenir ça, pas du tout. On a fait les plans des arbres qu'il fallait mettre.
il y a eu des plans. Tout ceci ne s'est pas fait par hasard, puisque ça a pris 20 ans. Mais je ne peux pas entrer dans tous les détails. Je voulais simplement vous montrer certains aspects de la méthode de couleur. Et que ce n'était pas si simple qu'on pourrait le penser. Vous voyez, là, d'ailleurs, j'ai vu que c'était... On a fait des monochromies, là. Mais on n'a pas fait des polychromies. Ce qui fait qu'on n'a plus le sentiment de matière. Parce que vous n'avez plus les 5 couleurs différentes par couleur. Vous ne les avez pas. Mais ça, c'est des raisons financières. Ça, c'est donc une des expériences, une autre expérience. Mais il y en a encore une, je crois. Oui, ça, c'est le Grand Chénier. C'est l'architecte Jacques qui a fait ce bâtiment. Alors là, c'est deux bâtiments. Attendez voir, il y a une autre esquisse. Voilà. Je ne sais plus quelle est laquelle, je ne l'ai pas vue aujourd'hui, donc c'est celle-là qui a été... Oui. Voilà. Enfin, on en a discuté avec lui, et puis on a décidé. À ce moment-là, c'était des discussions pour ces périodes-là. C'est plus le plan d'ensemble, vous voyez, mais ça a été des discussions avec chacun des architectes pour savoir quelle couleur on mettait. Pardon ? Pas facile avec ce genre. Exactement. C'est sous-entendu dans mon propos. Mais je voulais être aimable. Mais c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est Jean Petit-Drille, qui est sur les bâtiments d'à côté, et qui, à mon avis, sont bien réussis, et que vous allez voir, vous voyez, je trouve ça pas mal, plutôt. Parce que là, vous voyez, on voit le rez-de-chaussée comme ça qui est clair. Là, c'était une autre méthode, vous voyez, qu'on a essayé. C'était d'éclairer, au contraire, vous voyez, c'est complètement différent. On a éclairé, mais on retrouve le vert au-dessus, c'est-à-dire qu'on a le vert, on a du vert, on a le blanc qui indique le construit, et puis on a au-dessus à nouveau du vert. Vous voyez, et ça, je crois que c'est une des nouvelles expériences. Donc il y avait probablement, c'était peut-être une autre voie qu'on aurait pu faire sur d'autres bâtiments. C'est une autre, mais c'est pour vous montrer qu'il y a d'autres. Ce qu'on a fait à Quetigny, c'est une voie qui a été choisie. Mais je vous ai dit les principes, les éléments principaux, qui étaient de créer, c'est une ambiance qu'on voulait. Vous voyez, c'est pas une description de bâtiment, c'est une ambiance générale, c'est une ambiance urbaine, différenciée. Vous voyez, c'est pas la description des bâtiments. Les architectes sont trop axés, moi-même qui suis architecte aussi, je peux vous dire qu'on est trop axé sur la mise en valeur du bâtiment en tant que tel. Je suis d'accord pour une église, pour même une caserne, pour une usine, etc. J'ai fait beaucoup d'usines dans ma vie, pour Renault en particulier. Eh bien, je peux vous dire, je trouve qu'on peut mettre, personnellement, je suis pour qu'on mette en valeur les usines, qu'elles soient bien. Il n'y a pas de raison que les usines soient moins traitées. Mais justement, soit elles deviennent elles-mêmes. J'ai fait une usine pour Renault qui fait 1,2 km à Douai. La façade fait 1,2 km. Donc, eh bien, mais ça, vous voyez, ça c'est une des dernières choses, ça date de 85, ça, hein, monsieur le maire, là. C'est bien ça, hein, 85, je crois. Voilà, je trouve ça intéressant. Mais c'est pour vous dire il y a d'autres méthodes. Vous voyez, c'est pas du tout ce que j'indique ici, c'est pas la solution. C'est la solution qui a été choisie pour Quetigny. Voilà. C'est un jeu que vous avez vu, que je souhaitais vous décrire grâce à monsieur le maire. Je vais vous montrer, vous voyez aussi, ça c'est le premier plan, je ne vous en parlerai pas dans le détail, c'est Pompidou, le centre Pompidou d'ailleurs l'a pris dans ses archives, c'est le premier plan, à leur avis, d'éclairage qui a été fait pour des villes nouvelles, à l'époque. Ça date de 1967, ce plan. Voilà. Alors là, vous voyez, je vous montre ça, parce que pour moi, ça c'est excessif. Vous voyez, c'est moi qui les ai faits. Vous voyez que je montre, parce que c'est du logement. Vous voyez, ça n'entre pas dans... C'est pas en soi, je ne regrette pas. Je ne trouve pas que c'est moche. Je m'excuse de dire ça, mais je ne trouve pas que c'est moche. Mais ce n'est pas adapté à un principe urbain. Vous voyez, c'est une échelle urbaine. Ça, c'est une échelle du bâtiment. Là, j'ai traité un bâtiment.
Vous voyez? Et ça, c'est cette différence qu'il faut bien saisir entre l'ambiance et le décor. Vous voyez, c'est vraiment deux attitudes complètement différentes sur le traitement visuel du construit. Vous voyez la différence. Vous voyez la différence complète. Et là, vous avez une certaine douceur. Je ne sais pas si vous voyez, même si la photo n'est pas bonne. Vous avez une espèce de douceur quand vous voyez cet ensemble-là. On sent que c'est un fond, on sent qu'il y a des différences, mais on ne sent pas qu'il y a des objets, une lutte entre objets. Vous savez, imaginez qu'on ait multiplié les trucs, celles d'avant, et que vous les opposiez les unes aux autres, vous vous rendez compte, ce serait autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire une fois, il faudra essayer probablement, mais enfin, ce n'était pas la solution que nous avons choisie. Mais ce qui montre la difficulté, vous voyez, c'est l'échelle d'intervention. Et comment on arrive à pérenniser ces échelles d'intervention. Ça, c'est très difficile. Vous voyez bien que si quelqu'un décide, il faut aussi que les autres voient. Vous voyez. C'est là qu'est tout le problème. Et c'est très difficile à régler. Je m'arrêterai là.